Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui est consacrée aux oraux des concours d'école d'ingénieurs. Donc dans cette première vidéo, on fait un exercice de physique qui porte sur une cloche retournée. Donc ici on vous décrit une situation, on vous dit qu'on a un entonnoir qui est posé en forme de demi-sphère, qui a un rayon R, qui est retourné et posé au fond d'un évier, et qu'on le remplit progressivement d'eau, on vous donne la masse volumique de l'eau, jusqu'à une hauteur petit h. On vous dit qu'autour, on a de l'air qui a la pression P0 qui est uniforme. Et ce qu'on observe si on fait ça, c'est que l'entonnoir se soulève pour une hauteur critique HC et on nous demande de la déterminer. Donc vous voyez ici, c'est un exercice qui est posé sous forme ouverte, il n'y a pas spécialement de questions intermédiaires. Donc, comme je dis souvent à mes élèves, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est d'abord prendre un peu de temps pour réfléchir, essayer de faire un plan d'action, et on peut voir le plan d'action sous forme de quelles vont être les questions intermédiaires qu'on aurait dû me poser pour que vraiment je réussisse à faire cet exo et à déterminer la valeur à la fin. Donc déjà, regardons un peu ce qui se passe physiquement. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire pendant l'oral parce que vous voulez un peu gagner du temps déjà, vous savez pas trop quoi dire au début. Donc c'est toujours une bonne chose de commencer par faire un joli schéma et essayer d'expliquer avec vos mots qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de figure-là. Donc voilà le joli schéma. Ici donc on a l'entonnoir qui est rempli d'eau là jusqu'à une certaine hauteur ici et le reste c'est de l'air. Autour ici c'est de l'air aussi à P0 et donc qu'est-ce qui va se passer ici a priori? L'eau va exercer une force de pression sur les parois qui va être comme ça à peu près. Donc vous voyez que si vous faites la somme de la pression d'un côté, de la force de pression de l'autre côté. Bon là j'ai pas très bien dessiné les flèches, mais vous allez avoir une force résultante qui va être vers le haut, a priori. Donc c'est-à-dire que l'eau a vraiment tendance à se faire soulever l'entonnoir. Donc en regard de quoi il faut que je la mette, cette force de soulèvement, en fait, cette force de pression? De l'autre côté, j'ai une force qui a tendance à faire tenir l'entonnoir, c'est le poids, tout simplement, de l'entonnoir. Et donc, ce qu'il faut que je compare, finalement, c'est toujours la même chose. Il faut que je compare le poids de mon entonnoir, qui va être comme ça, et la résultante des forces de pression, qui est également la poussée d'Archimède, c'est exactement la même chose, qui va être vers le haut. Donc, a priori, dès que la poussée d'Archimède va dépasser la valeur du poids, ça veut dire que mon entonnoir va se soulever. Donc ça, c'est pour rendre compte un peu de la situation physique. Alors la poussée d'Archimède, c'est la résultante des forces de pression, donc ça veut dire que quelque part, la première chose qu'il faut que je fasse ici, c'est que je détermine qu'est-ce qui se passe pour ces forces de pression. Donc plus précisément, la petite force, là, la force élémentaire qui va s'exercer sur une petite surface ds de ma sphère, ça va être PO moins PR fois ds. Alors pardon, là j'ai oublié la flèche ici. Et donc, j'utilise la relation de la statique des fluides qui nous dit que Rg c'est moins dp sur dz. Alors quand vous avez ce type de loi, faites un peu attention au signe parce que parfois on vous met l'axe vers le haut, parfois on le met vers le bas. Et donc ici, je vois bien que si z diminue, j'ai bien la pression qui augmente. Donc le moins ici, il est logique. Si j'intègre ce truc-là, ça me donne que P de z c'est moins ρgz plus une constante. Et je regarde ce qui se passe en z égale h. En z égale h, j'ai pH qui est égal à P0, et donc je peux déterminer finalement la loi de pression qui est Pz égale ρg, facteur de h moins z plus P0. C'est une loi de pression que vous avez l'habitude de manipuler, normalement il n'y a pas trop de secret. Donc c'est un début, là j'ai déterminé la loi de pression, et ensuite la seconde étape, ça va être de déterminer quelle est la résultante des forces de pression qui produit cette force qui est vers le haut et qui a tendance à se faire soulever mon entonnoir. Donc là, vous êtes obligé de vous placer en géométrie sphérique. Alors je sais que c'est pas votre géométrie préférée normalement. C'est pas la plus simple, c'est vrai, mais on est obligé, on a un entonnoir qui est courbé, donc il va forcément falloir qu'on rende compte de ça. Donc pour un rappel sur les coordonnées sphériques, ici on a l'axe Z, ici on va avoir X, ici on va avoir Y. Et donc, en fait, en sphérique, je repère mon point M par un angle θ par rapport à la verticale et un angle φ par rapport à l'axe Y ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment sont les projetés. Donc ici, je vous ai écrit quelques formules utiles. Avec ça, ça me donne que Z, c'est R cos θ. Et donc, je vais avoir une composante selon Eθ, qui va être R dθ, et une composante selon E φ, qui va être R sin θ d φ. Ça, c'est si je fais un petit déplacement élémentaire de θ, petite variation de longueur, et petite variation élémentaire de d φ. Pourquoi c'est utile? Parce que en fait, moi j'ai une petite surface dans l'expression de la résultante des forces de pression, et donc cette petite surface va être le produit de ces deux trucs-là.
Je vous conseille pas d'apprendre ça par cœur, moi à chaque fois je les redémonte très rapidement, il faut bien avoir compris la géométrie sphérique, et donc là vous voyez que si vous projetez ici, vous avez bien du r sin θ, et du coup c'est ce r sin θ qu'on retrouve ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que moi j'avais mon P en fonction de Z, c'est pas très pratique si moi je veux intégrer quelque chose sur une surface qui dépend de R et de θ. Donc il va falloir à un moment ou un autre que j'exprime cette pression en fonction de R et θ, et c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez que j'ai simplement remplacé le Z par R cos θ, ce qui me donne l'expression de P en fonction des deux. Maintenant je regarde l'élément de surface, avec ce que j'ai dit sur les déplacements élémentaires. Donc R égale constante sur cette demi-sphère. Je pense que c'est une bonne manière de repérer les éléments de surface. Je vous conseille de regarder toujours quelle grandeur est constante, et comme ça vous faites les déplacements élémentaires dans les deux directions qui restent. Parfois vous vous trompez un peu sur ces trucs-là. Bon, il faut juste bien regarder pour être sûr de ne pas se tromper de variable d'intégration ici. Donc, sur votre demi-sphère, votre rayon est constant, et donc la variation de surface va être R carré sin θ dθ dφ. Donc là, si je suis au bord de... Donc là, c'est le cas général en coordonnées sphériques. Là, je suis au bord de ma sphère qui a un rayon grand R, donc j'ai simplement remplacé le petit r par le grand R, et j'ai également mis le vecteur de la direction. On a une surface qui est radiale, qui est orientée vers l'extérieur de la sphère, et du coup, ça me permet de trouver des S, et avec des S, je peux trouver l'expression de la force élémentaire dF, qui va être PdS. Et donc, si je mets tout ensemble, ça me fait ρg facteur de h moins r cos θ, ça c'est la partie de pression, et ensuite j'ai la partie de ds ici, qui va être grand R carré sin θ dθ dφ ER. Bon, là on a déjà bien éclairci le problème. Maintenant, ce qu'il va falloir pour ce df, c'est de trouver sa résultante. Parce que moi, là, j'ai la force de pression qui s'exerce sur un petit bout de ma sphère, mais moi, si je veux comparer ça au poids, il faut que j'ai la résultante. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire ici. Alors, pour avoir la résultante, vous savez, il faut juste intégrer sur toute ma surface EDF. Et donc là, il faut que vous fassiez super attention, parce que parfois, ce que je vois faire les élèves que j'ai en colle ou autres, c'est, ok, là j'ai une expression, je peux l'intégrer, hop, je l'intègre. En fait, ça, c'est pas possible ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans une base qui est mobile. Votre vecteur ER, il va bouger. À chaque point où vous allez le regarder, il va bouger. Et donc, si je fais cette intégrale, je vais avoir tout faux, parce qu'en fait, j'intègre un truc qui est pas toujours selon la même direction. Donc avant d'intégrer une expression comme ça, il faut toujours la projeter sur une base qui est fixe. Et du coup, la base fixe que vous avez vous ici, c'est la base cartésienne. C'est la base fixe la plus simple que vous puissiez avoir. Et donc, j'ai mon vecteur ER ici, et je le projette, hop. Je sais qu'il va avoir une composante selon EZ, qui va être cos θ EZ, une composante selon EY, qui va être sin θ cos θ EY, et une composante selon EX, qui va être sin θ sin phi EX. Ça, c'est vraiment des relations élémentaires sur les vecteurs. Si c'est pas acquis pour vous, je vous invite à regarder soit votre cours, soit sinon la page Wikipédia sur les coordonnées sphériques est très bien faite pour ça. C'est juste des histoires de projection de trigo. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir le mettre dans mon expression. Et là, on peut remarquer directement, on l'avait déjà vu sur le premier schéma, qu'en fait les composantes selon les autres directions que Z vont se compenser. Si on regarde juste le symétrique, alors c'est ce que je vous ai montré tout au début, vous voyez ici, si je prends ce point-là, hop, et que je prends le symétrique, je vois que là, ce qui se passe, ça va comme ça, et ça a tendance à se compenser. Donc ça, on peut le remarquer, on peut juste le dire à l'oral par symétrie du problème. Et du coup, il nous reste juste à intégrer ce qui se passe selon Z, c'est cette composante qui va nous rester à la fin. Donc F, ça va être l'intégrale, donc phi, on intègre entre 0 et 2pi classiquement. Par contre, θ, là, votre θ, vous voyez, vous n'avez pas tout l'entonnoir qui est rempli. Donc vous allez partir de cet endroit-là, et ensuite, vous allez retourner à 0, ici. Donc ce que vous devez déterminer ici, c'est quelle va être la valeur de θ minimale, qui va être votre borne inférieure d'intégration. Donc pour ça, il faut encore et toujours refaire un peu de trigo. Ah oui, là j'ai pas précisé, le cos θ ici, c'est juste la projection selon EZ, qui vient de ER scalaire EZ, tout simplement. Donc là maintenant, notre objectif, c'est de déterminer θ min, la borne d'intégration minimale qu'il faut. Nous, ce qu'on sait, c'est que cette hauteur-là, elle vaut h, et donc, j'ai une expression pour θ min. Si je prends le cos, je sais que cos de θ min, c'est petit h sur grand R. Donc ça, c'est déjà bien pour moi. Alors, je peux le mettre sous la forme d'un arc cos, si je veux, ou sinon, je peux être un peu plus malin que ça.
vous voyez que en fait, là, je vais laisser juste θ et on va voir ensuite ce qu'on fait de l'expression. Donc, j'ai cette expression-ci, qui est toujours la même que tout à l'heure, avec mon cos θ. Donc là, je regarde dedans, j'ai un truc qui est constant, qui dépend de R, de H, ρg, ça va être constant aussi. J'ai une partie qui dépend de θ, encore un cos θ, j'ai encore un sin θ, donc je vais avoir un cos θ, sin θ, cos θ. Et selon des phi, par contre, là, il n'y a rien qui dépend de phi, donc je vais intégrer des phi directement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on simplifie un peu cette intégrale avant de travailler sur la partie qui nous intéresse le plus. Donc je sors les constantes, je mets en facteur l'intégrale qui dépend des phi uniquement, qui va nous donner 2π, et ensuite, moi ce que je vais chercher à intégrer, le gros du travail ici pour cet exo, c'est d'intégrer ce truc-là, donc cette intégrale-là que j'ai appelée i. C'est une intégrale avec pas mal de fonctions Tirigo, et donc là, vous allez avoir un cos carré, un sin, et là, en fait, vous voyez, bon, ça c'est des maths, donc il faut le voir en effet, que cos, si je le dérive, ça me fait sin θ, dθ. Donc là, en fait, si je pose u égale cos θ, je vois directement un du apparaître. Et en plus, c'est cool pour moi parce que mon θ-min, on l'a exprimé avec un cos. Donc c'est vraiment tout bénef. Donc là, il n'y a pas à se poser de questions, il faut vraiment foncer sur le calcul. Donc je fais le changement de variable u égale cos θ, du est égal à moins sin θ dθ, et donc avec ça, je trouve que i c'est moins intégrale de cos θ-min à 0 de h moins ru fois u du. Ça c'est super, c'est une fonction polynomiale en u. Je sais l'intégrer sans souci, je connais cos θ-min, donc vraiment, il n'y a aucune question à se poser, là c'est juste du calcul. Donc, j'ai inversé ici les bornes en distribuant le moins ici. Donc ça me fait une intégrale de 0 à petit h sur grand R de h u du moins r u carré du. Je primitive tout ça. Le u, ça me fait du u2 sur 2, le u carré du u3 sur 3, et je prends les valeurs entre 0 et h sur r, ce qui me donne i égale petit h3 sur 6r2. C'est super, donc là, vous voyez, c'est l'intégrale que je vous ai mis en jaune, qu'on a calculé avec ce changement de variable astucieux. Et il reste cette partie-là. Donc cette partie-là, l'intégrale en phi, elle vaut 2π. Ensuite, il nous reste le ρ0, g, grand R2. Et donc finalement, tout ça, ça me donne que f, c'est pi ρ0, g, h3 sur 3, selon EZ. Donc là, c'est super, on a vraiment déterminé la force, c'est vraiment ce qu'on voulait. On n'a pas tout à fait résolu l'exercice, mais déjà, si vous arrivez jusque-là tout seul dans votre oral de centrale, c'est super, vous avez une super note. Ensuite, pour terminer, il faut regarder le cas de soulèvement de l'entonnoir, donc il va se soulever si cette force-là elle est plus grande que le poids. Donc c'est vrai que j'ai pas spécialement donné la masse de l'entonnoir ici, c'est un problème ouvert, donc c'est aussi à vous de fixer ce genre de grandeur. Donc on va l'appeler petit m, et donc on obtient que votre hauteur critique, ça va être racine troisième de 3m sur pi rho 0. Et donc ici, on trouve le HC. Si vous voulez vraiment aller plus loin et avoir une super note à votre oral, vous pouvez faire une petite application numérique avec des grandeurs qui vous semblent raisonnables. Donc par exemple, on peut prendre m égale 100 grammes et la masse volumique de l'eau. Dans ces cas-là, on trouve une hauteur critique de 5 cm. Donc voilà, vous pouvez faire un petit commentaire sur ces trucs-là. C'est assez raisonnable parce qu'on ne trouve pas une hauteur critique qui est énorme pour un entonnoir qui a une taille normale. Donc c'est assez logique. Voilà, c'est tout pour cet oral. J'espère que ce premier oral de concours de physique vous aura été utile. Vous voyez qu'il est accessible dès la sup. Il faut juste être un peu fort avec les intégrales, mais bon, c'est pas impossible. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de concours vous préparez et quelle vidéo serait intéressante pour vous. À bientôt.